Qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme? L'évolution du TSA. La première composante du TSA a vu le jour sous le nom d'autisme infantile précoce. Ensuite, on a défini un trouble nommé le syndrome d'Asperger. Ces deux troubles ont plusieurs similitudes, mais n'affectent pas exactement tous les mêmes composantes chez une personne atteinte. C'est alors qu'on a eu l'idée d'englober tous les troubles semblables et de former un spectre qui permettrait de mieux comprendre les similitudes et en même temps les différences des personnes atteintes. Et voilà d'où vient l'idée du TSA. Les caractéristiques du TSA. Au Québec, un enfant sur 64 est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Les garçons sont plus touchés que les filles, selon une prévalence de 3 garçons pour chaque fille atteinte. Plusieurs symptômes sont caractéristiques du TSA. De façon générale, une personne atteinte a de la difficulté pour les interactions sociales, est dépendante à la routine, a des champs d'intérêt extrêmement restreints, a des comportements répétitifs et a des réactions inhabituelles et intenses aux stimuli sensoriels. Les symptômes du TSA peuvent se manifester différemment au cours du développement. Entre 0 et 12 mois, l'enfant atteint est plus intéressé par les objets que par les gens et fait des mouvements répétitifs avec ses mains, ses bras ou sa tête. Entre 12 et 24 mois, l'enfant atteint développe ses champs d'intérêt restreints, a des problèmes comportementaux et n'est pas intéressé à jouer avec les autres enfants. Également, selon certaines études, les adultes seraient moins affectés par les comportements répétitifs et restreints, tandis que les adolescents auraient plus de facilité pour les interactions sociales. Les symptômes du TSA ne se manifestent pas de la même façon chez les filles. Elles seraient moins démunies face aux situations sociales et démontreraient moins de symptômes typiques comme les comportements répétitifs et restreints et une moins grande dépendance à la routine. Parlons maintenant du diagnostic. Pour poser un diagnostic de TSA chez un enfant, le professionnel de la santé évalue sa communication, son comportement et son développement. Il se réfère ensuite au DSM-5, un manuel de référence pour les troubles mentaux. L'enfant doit présenter au moins 2 des 4 éléments inscrits dans le manuel pour avoir un diagnostic de TSA. Ces éléments sont les gestes moteurs répétitifs, une insistance sur la similitude, adhésion inflexible à des routines, rituels verbaux ou non verbaux, des intérêts très restreints et limités qui sont anormaux dans leur intensité ou leur cible, et une hyper ou hypoactivité aux stimuli sensoriels ou intérêts inhabituels dans les aspects sensoriels de l'environnement. Ensuite, pour déterminer la gravité du trouble, le professionnel évalue les aptitudes verbales et mentales de la personne, ses rapports avec les autres, les comportements associés à ses champs d'intérêt et à ses activités, ainsi que les actions répétées liées à la façon dont il parle, bouge ou utilise des objets. Finalement, en se référant encore au DSM-5, le professionnel de la santé détermine le niveau de gravité du TSA, soit le niveau 1 requérant un soutien, le niveau 2 requérant un soutien important et le niveau 3 requérant un soutien très important. Quelles sont les causes environnementales du TSA? Certaines recherches expliquent qu'une personne née avec une vulnérabilité au TSA développera la maladie seulement si elle est exposée à un déclencheur environnemental. Il existe également plusieurs conditions prénatales qui doivent être prises en compte dans les causes possibles du TSA. La cause génétique a été démontrée par une étude faite sur des jumeaux. On a observé que lorsqu'un jumeau identique est atteint du TSA, son jumeau le sera aussi. Tandis que pour des jumeaux non identiques, si l'un est atteint du TSA, l'autre a peu de risque d'en être aussi atteint. À ce jour, les gènes pouvant avoir une influence sur le TSA qui ont été découverts n'expliquent que 1% des cas. Alors la cause génétique du TSA n'est pas encore entièrement élucidée. Quelles sont les causes neurobiologiques du TSA? D'abord, une déficience au niveau de certains neurotransmetteurs pourrait avoir un impact dans la symptomologie du TSA. Ces neurotransmetteurs comprennent la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. La sérotonine joue un rôle dans la perception, le tri de signaux sensoriels et l'attachement social. Dans une étude clinique, un taux élevé de sérotonine a été retrouvé chez le tiers des enfants atteints de TSA. Pour les personnes autistiques ayant des comportements automutilatoires et répétitifs, des médicaments agissant comme inhibiteurs à la réutilisation de la sérotonine ont aidé à atténuer ces symptômes. Quant à la dopamine et à la noradrénaline, ces neurotransmetteurs sont associés à des symptômes présents chez les personnes autistiques, comme la vigilance, l'anxiété et l'hyperactivité. On peut observer un excès de connexion synaptique chez les personnes présentant un TSA. Les synapses,
permettent aux neurones de communiquer entre eux pour transmettre des informations. Au début de notre développement, notre cerveau crée un réseau de synapses très important, créant ainsi un surplus de synapses. Ces synapses deviennent inutiles et peuvent être éliminées, afin qu'il n'y ait pas un excès de signaux pouvant créer une confusion au niveau des connexions. Tout cela dans le but que le développement du cerveau ne soit pas altéré. C'est pourquoi durant l'enfance et l'adolescence, un cerveau normal commence à faire un processus d'élimination de ces synapses de surplus qu'on nomme mécanisme d'élagage. Donc, chez les personnes autistiques, on observe une hyperactivité de la protéine mTOR dans les tissus du cortex cérébral. Cette protéine inhibe le mécanisme d'élagage, donc il y a une surabondance de connexions. C'est ce qui peut entre autres expliquer l'hypersensibilité chez les personnes présentant un TSA. Ensuite, on peut observer une croissance supérieure dans les zones cérébrales intervenant dans les compétences sociales, de communication et de motricité. En effet, chez les personnes autistiques, il y a une augmentation de connexion dans certaines parties du cerveau, tandis que dans d'autres, on peut observer une diminution de la connectivité. Il y a un déficit de connexion entre les zones du cerveau qui sont plus éloignées les unes par rapport aux autres, dont les liaisons fonctionnent de manière moins efficace. C'est pourquoi les personnes avec un TSA établissent moins rapidement le lien entre ce qu'elles perçoivent et ce qu'elles connaissent déjà. Elles ont aussi une difficulté à intégrer une information isolée à un ensemble significatif. Cela explique la raison pour laquelle les personnes autistiques peuvent ressentir le monde comme étant chaotique. Pour illustrer cette information, on peut s'imaginer qu'une personne avec un développement typique utilise une autoroute à 2 voies pour transporter l'information entre les différentes zones du cerveau, tandis qu'une personne atteinte d'un TSA emprunte plein de petits chemins où le traitement de l'information circule plus difficilement. Il y a également d'autres particularités dans les autres structures du système nerveux chez les personnes atteintes du TSA. En mesurant la surface et le volume du cerveau ainsi que l'épaisseur du cortex, on peut observer par IRM une hyperextension de la surface du cerveau chez les autistes entre 6 et 12 mois. Une diminution de l'activité du sillon temporal postéro-supérieur est associée à un déficit de l'attention conjointe, tandis qu'une diminution de l'activité de l'amygdale est associée à un déficit de la perception sociale, à l'engagement émotionnel et à l'éveil. Lors d'une évaluation clinique, la démarche du processus clinique est de connaître l'histoire développementale chez l'individu, tant que chez l'enfant et chez l'adulte, des observations cliniques ainsi que l'utilisation des outils de dépistage clinique standardisés. Les tests et outils cliniques standardisés utilisés par les professionnels de la santé sont le MSHAP, la DOS2, le test génétique, le test IRM et les questionnaires qui vont leur permettre d'évaluer les comportements atypiques généralement retrouvés chez les enfants présentant un TSA. Il existe 2 types d'interventions générales sur les interventions psychoéducatives et psychothérapiques qui sont privilégiées en premier. Les approches médicamenteuses sont envisagées en cas d'échec ou de réponse insuffisante aux mesures précédentes et si elles sont justifiées par le retentissement fonctionnel des troubles. Lors des plans d'intervention auprès de l'enfant autiste, une équipe multidisciplinaire est souvent impliquée et est composée de différents professionnels de la santé tels que des médecins, des écothérapeutes, des psychologues et des infirmières. Parmi les 3 types d'interventions séquentielles nommées précédemment, il existe 4 catégories de types d'intervention possibles. Il y a 3 différentes cibles à atteindre lors des interventions séquentielles. Ces 3 cibles consistent à viser les caractéristiques fondamentales de l'autisme, à viser les comportements difficiles, ainsi à viser les compétences de vie chez l'individu. Une approche possible, c'est l'approche comportementale et de communication qui vont aider l'enfant à structurer et à organiser son développement. Une autre approche, c'est l'approche diététique qui va se baser sur l'idée que les allergies alimentaires ou les déficiences en vitamines et en minéraux peuvent causer des symptômes du TSA. Il existe également l'approche médicamenteuse auquel les professionnels ont recours lors d'échecs des interventions
psychoéducatives et psychothérapiques et aussi des traitements complémentaires et alternatifs qui incluent des régimes spéciaux, la chélation et le recours aux substances naturelles et biologiques. Dans l'équipe de professionnels multidisciplinaires qui vont intervenir dans la vie d'une personne autistique, l'ergothérapeute va avoir le rôle d'optimiser l'autonomie de l'individu en l'aidant à acquérir les aptitudes nécessaires à la vie de tous les jours. Avec l'aide de l'approche centrée sur le client, l'ergothérapeute va débuter par évaluer la personne pour déterminer ses besoins. Après l'élaboration des objectifs avec le client, l'ergothérapeute va utiliser plusieurs moyens d'intervention pour améliorer la participation sociale de l'individu. Par exemple, à l'aide de thérapies sensorielles qui se basent sur l'habituation, où une personne va être en contact avec plusieurs stimuli, ce qui va avoir un effet de neuroplasticité sur le cerveau de la personne, ce qui va la désensibiliser à certaines choses comme les odeurs, le toucher et les bruits auxquels les personnes autistiques sont souvent très sensibles. La création d'une routine est aussi souvent utilisée avec les personnes autistiques pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire à chaque moment de la journée pour éviter les surprises. Chez les plus petits, l'utilisation de pictogrammes où ils peuvent associer leurs émotions à certaines activités et moments de la journée est aussi très répandue. Également, l'ergothérapeute peut aider ces personnes en améliorant leur dextérité ainsi que leur motricité globale. Les jeux de rôle sont aussi souvent utilisés en thérapie pour stimuler les interactions de la vie quotidienne pour ainsi pratiquer les aptitudes sociales. En résumé, le TSA est un trouble neurocognitif dont les causes ne sont pas entièrement confirmées. Éventuellement, on espère pouvoir démystifier le TSA en trouvant les causes exactes et possiblement pouvoir offrir des meilleurs traitements et services pour ceux atteints. L'ergothérapie peut aider les personnes atteintes à avoir une meilleure qualité de vie.